Bonsoir à tous. Lors de la dernière vidéo, vous avez été nombreux en commentaire à me demander de commenter le procès historique qui se tient actuellement du côté du pays des hommes intègres, c'est-à-dire le Burkina Faso. Je pensais quand même que c'était important de remettre ce qui se passe actuellement du côté du Burkina Faso dans son contexte, de situer la chose dans son contexte, de résumer globalement la situation pour permettre à tout un chacun de comprendre ce qui s'y passe. Et au fur et à mesure, quand nous allons revenir plus spécifiquement sur certains partis et analyser les déclarations ou les comportements des uns et des autres, que chacun puisse comprendre, que chacun puisse suivre le fil, puisqu'on aura déjà l'idée globale de la situation. Donc, dans cette première vidéo, ce que nous allons faire, c'est résumer la situation, expliquer certaines choses pour que chacun puisse être au même pied d'égalité et faciliter la compréhension à tous. Donc, sans plus tarder, je pense que de manière globale, ce qu'on peut dire sur le déroulement de ce procès, d'abord, c'est un procès qui concerne des affaires de détournement massif de deniers publics. Donc, ce sont vraiment des détournements de grosses sommes. Et l'affaire principale ici, il s'agit d'une somme d'environ 3 milliards de francs CFA. Donc, il faudra dire que ce sont vraiment des dossiers judiciaires portant sur les crimes économiques. Ce sont des dossiers spécifiquement pour les crimes économiques. Et il y a plus d'une vingtaine de dossiers qui sont en train ou qui attendent d'être traités dans la même lignée. Mais actuellement, le cas phare, c'est le cas de M. Tienyan, qui est l'accusé principal, le meneur de jeu de cette équipe de détourneurs au ministère des Actions humanitaires. C'est là même que le bas blesse encore plus, puisque c'est un ministère qui a pour vocation de s'occuper des handicapés, des personnes avec une situation d'handicap, des orphelins, des veuves et surtout des personnes déplacées, des déplacés internes dû à la situation sécuritaire, dû au terrorisme et tout ça. Donc, ce sont des personnes à la limite un peu qui doivent sentir la douleur des populations qui souffrent, qui doivent être vraiment, qui doivent avoir, comment je peux dire ça, qui doivent avoir un cœur. Mais là, si on parle de détournement, des sommes qui sont destinées à secourir ces populations, à secourir cette pauvre couche-là, c'est que c'est grave et ces gens sont purs et simplement des criminels. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas tué directement, mais leur action, leur détournement a fait peut-être que des gens souffrent quelque part et peut-être même que d'autres ont perdu la vie parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou que les choses étaient plus difficiles pour eux. Donc, c'est un procès qui est tenu à ces personnes qui sont accusées d'avoir puisé dans les caisses de l'État. Et ici, on a une pléiade de noms, mais l'acteur principal, c'est Monsieur Tienyan, Hamidou Tienyan. C'est lui l'acteur principal. Et au ministère chargé des affaires humanitaires, il occupait un poste de gestionnaire de compte. Il avait un compte qu'il gérait. Il y avait plusieurs comptes. Je pense qu'ils étaient 3 gestionnaires. Et au-dessus de lui, il y avait le DAF, le directeur d'administration et des finances, désormais devenu le DGF. Un truc comme ça. Donc, c'est toute une chaîne dans la hiérarchie dans ce ministère. Mais Monsieur Tienyan, lui qui est l'acteur principal dans cette affaire, je pense que là où c'est un peu mieux, c'est que il reconnaît les faits. Il a accepté tout ce qui lui est reproché. Peut-être qu'il a accepté de porter le chapeau pour protéger certaines personnes, on ne sait pas. Mais au moins, il ne nie pas en bloc tout ce qu'on lui reproche, contrairement à certains. Si c'était certain, je n'en sais rien, je n'en connais pas. Je ne dirai rien. Au moins, il accepte finalement de parler, de dire les choses. Même si ce n'est pas tout, ou même si tout n'est pas vrai, au moins il est en train de dire certaines choses. Et à côté de lui, il y a Monsieur Salif Ouedraogo qui est l'un de ses co-accusés et l'un de ses complices. Lui, il n'est pas du même service que Monsieur Tienyan,
mais c'était des services complémentaires parce que l'autre aussi était dans un service qui avait recours souvent au service de M. Tienyan. Donc, c'est ainsi qu'ils ont formé le coup. Et le duo, ou peut-être le trio, parce que selon M. Tienyan, l'un de ses supérieurs, c'est-à-dire le DAF, qui lui-même a dénoncé l'affaire à la police, puisque ce n'est pas la police ou la gendarmerie qui a découvert qu'il y avait un détournement ou quoi. C'est le supérieur de M. Tienyan, le DAF, qui est venu dénoncer ce dernier à la police pour que les enquêtes puissent être menées, parce que le supérieur avait ordonné un audit dans ce ministère, dans la gestion. Et là, ils ont aperçu qu'il y avait des irrégularités. Finalement, le supérieur a dénoncé M. Tienyan. Voilà là où tout a commencé. Mais selon la version de M. Tienyan, son supérieur qui a dénoncé cette affaire est impliqué. Il formait un trio avec son supérieur et M. Salif qui était de l'autre service. C'est ensemble qu'ils faisaient leur sale boulot. Voici un peu la configuration. À côté de M. Salif, il y a aussi M. Bayoulou Philippe qui est lui aussi un complice qui, à la barre, a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés. Lui, il a reconnu qu'effectivement, il a touché, il est parti encaisser des chèques frauduleusement produits par M. Tienyan et ensuite, il a eu sa part. Mais lui, il n'a pas participé au processus de falsification de tous ces chèques et autres là. Lui, son rôle était d'aller encaisser puisque le chèque était délivré en son nom. Donc, lui, il a fait ça. Il apporte l'argent et on lui donne sa part. Donc, lui, il reconnaît que si c'est pour enrichissement illicite et détournement de fonds, au moins, il reconnaît ça. Mais falsification, usage de faux, il ne s'en reconnaît pas là-dedans. À côté aussi, il y a l'autre madame qui était une gestionnaire de compte à côté de M. Tienyan, qui elle aussi, à la base, a fini par reconnaître partiellement, puisque elle aussi, son nom a été utilisé. Il y a eu des chèques qui ont passé par elle. Et selon son explication, c'est M. Tienyan qui lui aurait approché et lui aurait proposé de pouvoir l'aider vu sa situation. Et tout ça s'est passé. Elle a obtenu finalement sa part de 6 millions de francs CFA, en plus une voiture d'une valeur de 14 millions. Donc, elle aussi, elle reconnaît avoir été complice de M. Tienyan, avoir participé à cette machinisation. Mais M. Tienyan tient que son supérieur, le DAF, M. Camille, fait partie du trio qu'il a formé avec M. Salif Ouedraogo. Chose que de l'autre côté, son supérieur qui a apporté l'affaire à la connaissance de la police nie catégoriquement. Il nie avoir eu à faire quoi que ce soit avec M. Tienyan pour détourner une quelconque somme. Donc, selon lui, tout ce qui s'est passé avec M. Tienyan, lui, il n'était au courant de rien. Lui qui a pris service en 2023, il a pris fonction en 2023. Avant lui, il y avait un autre DAF qui lui aussi est passé à la barre et a laissé le même témoignage. Il n'en sait absolument rien des détournements de M. Tienyan. Mais M. Tienyan avait imité aussi les signatures de l'ancien DAF pour pouvoir encaisser certains chèques. Idem pour les signatures de l'actuel DAF qui lui a dénoncé finalement. C'est là, moi, je me pose la question. Si M. Yekami est impliqué, est-ce qu'ils avaient besoin, eux trois là, que quelqu'un imite la signature de M. Ye? Est-ce que lui-même ne pouvait pas produire sa propre signature? Ça, c'est une question parce qu'il y a tellement de questions à se poser à différents niveaux. Et je sais qu'entre M. Ye et M. Tienyan, quelqu'un ment entre les deux. Mais qui des deux est en train de mentir? Est-ce que M. Ye ment? Est-ce qu'il est réellement impliqué et il est en train de mentir? Et s'il est impliqué, est-ce qu'il allait accepter, aller dénoncer cette affaire à la police, sachant que lui-même, quand ça va chauffer, il sera pris? Ou justement qu'il n'est pas réellement impliqué et que M. Tienyan, vu que c'est ce dernier qui lui a dénoncé, veut aussi le faire porter le chapeau pour ne pas tomber seul. Il y a deux possibilités. Je pense qu'après, nous allons revenir plus en détail sur la version de ces deux personnes qui s'accusent
Et chacun pourra tirer sa conclusion pour voir si monsieur Ye est blanc ou si lui aussi il est impliqué dans cette affaire. Et là, les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. Et c'est pourquoi je me disais qu'il y a tellement de questions à se poser à divers niveaux. Est-ce que tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère, tous n'étaient pas au courant? Est-ce qu'il y a dans la hiérarchie, dans toute cette chaîne-là, il n'y a pas de complicité puisqu'on ne le pense? Est-ce que ce sont ces 4 ou 3 personnes seulement qui ont formé le coup, qui ont formaté toute cette machinisation pendant tout ce temps, parce que ce n'est pas sur un mois, c'est pas sur 2 mois. Si c'est sur un mois, on pouvait comprendre que ça passe inaperçu de tous ces chefs super hiérarchiques là. Mais de ce qu'il ressort, il a commencé au moins en 2022. De 2022 à 2023 et 2024. C'est au moins ce qu'il confirme, puisque M. Tienyan est au poste dans ce ministère depuis 2017. À quel moment précis il a commencé ses détournements? Personne ne peut le dire avec exactitude. Mais une chose est claire, l'année 2022, l'année 2023 et l'année 2024 en cours, il y a eu plein de détournements. Ça, au moins, il le reconnaît. Donc, pour le moment, les auditions se poursuivent, les témoins passent à la barre parce qu'il faut savoir que actuellement, monsieur Ye a le statut de témoin. Seuls les accusés sont monsieur Salif Ouedraogo, monsieur Tienyan, monsieur Philippe, madame Tarpaga. Je pense que ce sont les 4 qui sont accusés pour le moment. Le reste des personnes sont en train de défiler à la barre comme des témoins pour apporter leur version des faits. Mais le témoin qui est plus proche d'être accusé, c'est monsieur Ye, l'initiateur même de ce procès, je dirais, parce que c'est lui qui est parti dénoncer cette affaire. C'est lui que monsieur Tienyan accuse, accable, veut montrer à tout prix par A plus B que lui aussi il est impliqué. En attendant, on n'a pas encore de preuves matérielles, de preuves irréfutables de l'implication de M. Camille Ye. Peut-être qu'à l'avenir, si c'est produit, alors il n'aura pas d'échappatoire. Mais si après, il n'y a aucune preuve pour étayer les déclarations de M. Tienyan à l'encontre de M. Ye, peut-être qu'il ne sera pas inquiété plus que ça. Sinon, les auditions se poursuivent, comme je le dis, les témoins se multiplient à la barre, chacun dans son rôle, que ce soit les responsables de la banque, les responsables du ministère et certaines personnes au niveau de CONASU, tous ceux qui sont intervenus dans cette chaîne, la version de chacun est écoutée pour essayer de voir si on peut situer les responsabilités des uns et des autres. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire pour le moment sur le déroulement de ce procès. Si on devait retenir les noms, oui, le meneur de jeu, l'acteur principal, M. Amidou Tienyan, son supérieur hiérarchique, M. Le DAF, M. Camille Ye, qui est témoin, mais plus proche d'être accusé parce que accablé par l'acteur principal, le complice Salif Ouedraogo, qui reconnaît les faits, le complice Bayoulou Philippe, qui a reconnu aussi les faits pour sa part, et Madame Tarpaga, qui elle aussi a reconnu pour sa part les faits. Et entre autres, Madame Tarpaga, qui jusqu'ici comparaissait libre, puisqu'elle avait bénéficié d'une clémence de la part du parquet à cause de son état. Mais il s'est passé qu'entre-temps, lors des auditions, il y a eu un incident et elle a dû proférer des injures à l'encontre du parquet, du procureur. Donc, un autre dossier a été ouvert parallèlement pour cet incident-là. Et dans ce cadre-là, Madame Tarpaga a été finalement incarcérée il y a de cela 2 ou 3 jours. Donc, avant, elle venait au procès en tant que personne libre. Mais maintenant, elle doit quitter la prison pour venir suivre, assister à ce procès et répondre des questions si elle est demandée à la barre. Donc, entre autres, elle a perdu sa liberté. La justice ne lui a pas accordé une deuxième chance. Elle avait déjà eu la première chance. Cette fois-ci, la justice a décidé de sévir. Et maintenant, sa liberté, elle l'a perdue.
Donc, voilà un peu, en résumé, de manière globale, ce qu'on peut dire par rapport à ce procès. Il y a plein de choses à dire, mais nous allons revenir de façon spécifique sur certains points. Beaucoup de choses se passent au même moment et c'est très difficile de suivre le rythme. Mais nous ferons l'effort de revenir sur les points que nous trouverons vraiment pertinents. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez du déroulement de ce procès. Est-ce que vraiment c'est nécessaire parce qu'on sait que ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans le vase, dans nos ministères, à la tête de beaucoup d'institutions, ce qui se passe est incroyable. Ce sont des choses qu'on sait déjà, mais ça vient juste confirmer. Ça vient juste confirmer et peut-être nous détailler vraiment ce qui se passe plus en profondeur. Merci à vous et à la prochaine.